Donnez vie à votre manuscrit chez Afredi. Madame, monsieur, bonsoir. C'est reparti pour cette nouvelle saison de Vox Books. Merci d'ailleurs d'être avec nous, comme vous en avez d'ailleurs l'habitude. Le commandement territorial fascine en général, intrigue parfois, fait peur de temps en temps, crée des envies et des envieux, bref, ne laisse personne indifférent. Dans ce milieu où il existe une kyrielle de règles non écrites et qu'il faut pourtant connaître et savoir appliquer avec tact et où la loi du silence est de mise, l'auteur a évolué pendant une trentaine d'années, se frayant un chemin hors des sentiers battus. Cet exceptionnel parcours autobiographique a le mérite de faire voyager le lecteur dans les dédales du commandement préfectoral dont le public ne connaît que le côté jardin et dans le caractère absolument tranché d'un homme. Édifiant, surprenant, saisissant et finalement audacieux comme l'annonce le titre. L'auteur que nous recevrons aujourd'hui est administrateur civil principal hors échelle, il est aujourd'hui retraité. Mais avant de le découvrir, avant d'entamer cette émission avec lui, je vous propose de regarder quelques livres disponibles en librairie. On se retrouve juste derrière. Bienvenue à toutes et à tous dans Vox Books. Liko est un enfant mystérieux, chargé d'une mission divine. Dans son école, dans sa famille, dans son lieu de service et dans son église, il doit observer calmement la vie trouble des humains, les exhorter à faire le bien et rendre si possible l'existence le plus supportable à ceux qui ne sont pas d'avance coincés pour l'éternité. Réussira-t-il à mener à bien cette délicate tâche au sein d'une société où le vice s'est fait la règle et la vertu l'exception? La sonnette d'alarme de Sophie-Françoise Bapam Beyap Libok, disponible chez l'Art maintenant. Takponon, le personnage principal, est né le jour où son père devient chômeur et va le traiter de malchanceux en lui infligeant les pires châtiments qui soient. Toutefois, ce chômage ne l'empêche pas d'enceinte son épouse pour la deuxième fois. Celle-ci accouche des jumelles. Plus tard, Takponon parcourt les paniers d'ordures de la cité bourgeoise, non loin de leur quartier, pour y trouver son repas quotidien. Un jour, il a été remarqué par Niacelle, une jeune adolescente qui l'aborde et l'invite chez elle. Une longue amitié naît, Takponon fera des études et obtiendra une bourse pour Bordeaux, où il épousera une Guadeloupéenne. Un amour longtemps espéré, suivi de Pourquoi les hommes mariés sont-ils infidèles, de Benoît Martine Takou, disponible aux éditions Eddy Livre. Abakar Ahmad, bonsoir et merci d'être venu. Bonsoir, merci de me recevoir à votre émission. Avec vous, on ouvre cette nouvelle saison de Vox Books. Vous nous produisez aujourd'hui, j'ai envie de dire quoi? Le recueil, le résumé de vos 30 ans de carrière dans l'administration camerounaise. Vous avez été à la fois préfet, gouverneur, peut-être avant chef de bureau ou chef de cabinet. Vous avez été sous-préfet, préfet, gouverneur. Et vous êtes allé, on va le rappeler, durant le mois d'août, vous avez fait une tournée de présentation de cet ouvrage au Cameroun. Est-ce que vous pouvez revenir en quelques mots sur cette présentation? Comment s'est passé votre retour dans ces différentes régions où vous avez notamment tenu le bâton de commandement? Oui, j'ai visité 7 régions sur les 8 francophones que compte le Cameroun. J'ai été très très bien accueilli. J'allais dire le livre a été très bien accueilli dans ces régions. On nous a réservé un accueil très enthousiaste. Et moi, j'ai été très très content de la réaction des populations, de la réaction des cibles, de différentes cibles qui ont adopté le livre, qui l'ont accueilli, qui se l'ont arraché. Et véritablement, j'ai été très très content. Alors, vous êtes peut-être audacieux, ça on le sait. Enfin, une fois qu'on a lu votre ouvrage, on le sait, d'ailleurs le titre nous prévient déjà. L'audace d'être différent. Mais puisque écrire un livre comme celui-ci est aussi audacieux que vous le dites dans le titre, mais être différent, pour moi, paraît un peu, je vais dire quoi, moins vrai que ce qu'on pense. Parce que si vous avez vécu dans une administration comme celle du Cameroun, qui règne depuis plus de 30 ans, donc pendant cette période, vous avez connu pratiquement le même type de management avec les mêmes rouages. Qu'est-ce qui vous a différencié des autres commandants? Oui, je crois que le problème que notre administration a, c'est d'avoir des hommes qui ont le courage et la volonté
de dire la vérité et d'appliquer la réglementation, de respecter la norme, de faire appliquer la norme. C'est ça notre gros problème. Et moi, je me suis rendu différent par cela. J'ai eu ce courage-là, j'ai eu cette audace d'appliquer la réglementation, quel que soit mon interlocuteur, et de dire la vérité. Voilà le résumé de ce qu'aura été ma vie. Vous avez évoqué brièvement dans la première partie de votre ouvrage, votre enfance, avec votre passage à l'école primaire de votre village. Vous étiez à l'époque considéré par vos encadreurs comme un élève qui fait de l'esprit. Ouais. Moi, quand je l'ai lu, je me suis arrêté et puis je me suis demandé pourquoi avoir évoqué cette étape et pourquoi étiez-vous considéré comme cet élève-là qui fait de l'esprit pour que les enseignants en soient aussi méfiants. Voilà, l'école universelle était une institution rejetée dans ma région. L'extrême nord était considéré comme une région sous-scolarisée. Les gens, par leur culture, par leurs habitudes, n'aimaient pas l'école du blanc. On l'avait rejetée. L'école occidentale. L'école occidentale. Donc on l'a considérée comme une institution qui pervertissait les enfants. Donc on l'opposait à l'école coranique. Alors, moi, j'étais un élève de l'école coranique. Nous avions appris un certain nombre de préceptes. Et puis, je me suis fait recruter à l'école du blanc. Et un jour, pendant une leçon de choses, le maître me demande de répéter une phrase. Lui, il mangeait une banane et il me dit, répète, je mange la banane. Donc c'était très simple. Mais moi, je me suis dit que, ayant appris à l'école coranique qu'il ne faut jamais mentir, si je disais que je mangeais la banane, j'aurais menti puisque je ne la mangeais pas. Donc j'ai dit, le maître mange la banane. Et le maître a estimé que j'avais fauté. Et quand il m'a demandé de répéter, j'ai dit, le maître mange la banane. Alors ça m'a valu une punition assez sévère, mais ça a suffi pour qu'on me colle cette épithète-là. C'est un élève qui fait de l'esprit. Voilà. Ensuite, votre entrée à l'école normale de l'administration et de la magistrature camerounaise, une autre grande étape de votre parcours. Qu'est-ce qui l'a motivé? Vous avez en face de vous de nombreuses options, mais vous avez choisi celle-là. J'y suis allé par hasard, parce que dans la naïveté de jeunesse qui m'animait, j'avais pensé que cette école n'était pas la nôtre, parce que de toutes les façons, c'était l'opinion répandue. C'était comme si c'était l'école d'une certaine tribu, pour les gens du Nord du moins. Et comme moi, n'étant pas de cette tribu, je me suis dit que ce n'était pas mon école. Mais j'avais un camarade de cette tribu-là qui m'a incité à présenter le concours avec lui. Je lui ai dit que je n'avais même pas de l'argent pour constituer le dossier. Il a sorti de l'argent de sa poche, il m'a composé le dossier. Voilà, nous y sommes allés. Nous sommes allés concourir et puis nous avons été reçus. Et voilà comment je suis entré dans cette école-là. Vraiment par hasard, je ne me suis jamais concerté avec qui que ce soit. Personne ne m'a donné aucun conseil. Et puis bon, c'est ce camarade-là qui m'a aidé à présenter le concours et je suis allé. Alors, vous avez vécu lors de vos premiers mois de service le coup d'État manqué de 1984, c'était le 6 avril, et vous traîniez naïvement avec vous des dossiers sensibles qui étaient destinés à la présidence de la République, des dossiers qui auraient pu changer le cours de l'histoire, puisque on a failli vous les chipper, vous l'avez dit dans votre ouvrage, quand on est venu perquisitionner vos bureaux pour vous faire sortir. Oui, pas perquisitionner. Ce que moi, je ne savais pas ce qui se passait. Je me suis rendu au bureau le matin et je m'assieds à mon bureau, je commence à fouiller mes tiroirs, je cherchais les bons de carburant et des gendarmes arrivent parce qu'ils étaient attirés par des bruits. Ils étaient amassés au-devant des services du gouverneur pendant que moi je suis entré par derrière.
Alors j'étais surpris par leur impertinence. Ils me demandent qu'est-ce que tu fais là, ferme le bureau, sors, etc. Et je leur demande mais de quoi vous parlez? Et ils avaient compris que moi je ne comprenais pas la situation. Et ils sont entrés brutalement et ils m'ont demandé de sortir. Ce dossier, je l'avais traité. C'était le dossier des points sensibles. Donc on a répertorié tous les points sensibles de la province à l'époque. Il y avait des points sensibles d'ordre national, d'ordre provincial, d'ordre départemental, local. Et je suis allé déposer les originaux à la présidence. Et le fond du dossier m'a été confié par le gouverneur. Donc j'aurais dû les classer dans une armoire de rangement, mais par naïveté et par vantardise, parce qu'il avait écrit dessus dossier point sensible, secret. J'ai mis ça en relief sur ma table pour donner l'impression que j'étais très important. Et cet événement arrive, les gendarmes entrent, m'ordonnent de sortir, je ferme donc rapidement le bureau et j'ai pris ce dossier-là. Entre le bureau et la maison, je comprends qu'il y a quelque chose. Parce que j'ai vu même des chars qui remontaient vers Loncac. Et j'ai compris donc qu'il y avait quelque chose. Et quand j'arrive à la maison, je trouvais le dossier très encombrant entre mes mains parce que ce dossier devrait être entre les mains du gouverneur pour pouvoir positionner ces éléments. Parce que ces points sensibles, il y a des points qui ont été répertoriés comme devant être gardés en cas de coup dur. Donc c'est moi qui avais ce dossier-là. Donc il fallait donc que j'aille trouver le gouverneur pour lui confier ça parce qu'il en aurait besoin. Donc, comme je n'avais pas suffisamment de carburant, je suis parti de Kinga jusqu'à sa résidence du lac à pied, avec le dossier sous le bras. Environ combien de kilomètres? Oh, ben, ça peut faire 3-4 kilomètres. Et j'arrive là-bas et les policiers m'interdisent d'entrer parce que c'était les consignes qui avaient été données. Le gouverneur était dans sa résidence, il était à l'étage, il me voyait, mais il ne pouvait pas communiquer. Il avait bien besoin de ce dossier, mais il ne pouvait pas communiquer et les policiers m'ont interdit d'entrer. Et naïvement d'ailleurs, je leur ai dit, bon, le gouverneur a besoin de ce dossier, transmettez-lui ça. Ils ont dit non. Et puis je suis reparti à Tchinga avec ce dossier-là. Ce n'est que le lundi d'après que je lui ai porté ça au bureau. Il a reconnu cette chemise parce qu'il m'a dit, je t'ai vu venir avec cette chemise, c'est que tu étais vraiment un garçon loyal, etc., etc. Voilà donc des éléments qui ont fait que je sois complètement entré dans son intimité, son cœur, etc., pour dire qu'il il avait comme collaborateur quelqu'un de très loyal. On va marquer une petite pause, docteur. Qu'est-ce que je dis? Monsieur Abakar Ahmad, on va prendre notre clin d'œil de la semaine et on va se retrouver juste derrière pour la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. La promotion de la diversité culturelle et linguistique est une des missions que s'est attribuée la Fondation Bibéré, qui a présenté au public camerounais ce 10 octobre à l'hôtel La Falaise de Yaoundé une collection de 6 ouvrages didactiques écrits en langue bakoko, langue parlée dans la région du littoral Cameroun. Il s'agit en effet d'un dictionnaire français bakoko, d'un manuel de grammaire, d'un manuel d'orthographe, d'un livre de proverbes et d'un guide de lecture, tous publiés aux éditions Afrédicte, ainsi que d'un Nouveau Testament. Ces 6 ouvrages, tout d'un coup, ça ne s'est jamais vu. Et nous avons réalisé cela en 17 ans. Et je pense que c'est un exploit. C'est un exploit. 6 ouvrages didactiques de ce type, ça ne s'est jamais vu en Afrique. Face à la menace de disparition et à la perte de diversité que font face les langues depuis quelques années, il est donc paru nécessaire pour la Fondation Bibéré d'encourager la préservation des langues et de promouvoir une approche de la diversité culturelle propre à maintenir la diversité de la vie. La Fondation est ouverte pour faire la même chose pour toutes les autres communautés camerounaises, rattraper le retard. Vous savez, on était les derniers, comme il a dit le professeur, on passe les premiers. Et ce qu'il faudrait, c'est que les premiers redeviennent encore premiers. Créée en 2016 à Yaoundé au Cameroun, la Fondation Bibéré est une organisation à but non lucratif qui a également pour mission de favoriser l'accès à l'eau et à l'assainissement, l'accès aux médicaments et à une santé de qualité. De retour sur le plateau de Vox Books, madame, monsieur, je rappelle que nous recevons
Abakar Ahamat, il est administrateur civil principal hors échelle aujourd'hui, retraité, mais surtout l'auteur de L'audace d'être différent, immersion dans les dédales de la préfectorale, une autobiographie de 511 pages parue aux éditions Ifriqiya. Alors, M. Abakar Ahamat, qu'est-ce qui meuble le quotidien d'un gouverneur ou alors d'un administrateur civil principal? Parce que vous avez relevé dans l'ouvrage qu'il y a plein de choses qu'il a à faire ou qu'il doit faire, mais qui ne sont pas écrites dans un, je ne sais pas quoi, dans un mémorandum ou bien dans un livre où il pourrait étudier. Donc, vous qui avez tutoyé ce milieu, quel est le quotidien d'un administrateur civil principal? Bon, peut-être pas principal. Non, disons, quel est le quotidien d'une autorité administrative ou d'un gouverneur, préfet, sous-préfet? Oui, parce que les administrateurs peuvent être affectés à autre chose. Alors, le gouverneur a toute une région à commander, dont un certain nombre de préfets, un certain nombre de sous-préfets sous sa responsabilité. Il faudrait que chaque jour, il ait l'entièreté de ce qui se passe dans cette région-là. Donc, il faudrait qu'il soit en contact avec ses préfets. Donc, le matin, en ce qui me concerne, tous les matins, je faisais le tour des préfets en les appelant, en discutant avec eux. Si eux-mêmes n'appellent pas déjà pour signaler qu'il y a telle ou telle situation, je prenais le pouls de la situation. Et ils avaient reçu pour instruction de faire la même chose avec les sous-préfets pour qu'au moment où moi je les interroge, que je puisse avoir le pouls de l'unité. Et quand moi j'ai cette situation, je prépare donc ce qu'on appelle un bulletin quotidien de renseignement à l'attention de la hiérarchie. Après cela, il y a des audiences au quotidien, il y a des réunions que vous devriez préparer ou que vous devriez présider, il y a des dossiers que vous devriez traiter, des rapports que vous devriez faire, des documents qu'on soumet à votre signature, etc. Donc, le quotidien d'une autorité administrative est très, très prenant. Des zones de turbulence, par contre, vous les avez rencontrées dans votre parcours, et je veux dire à chaque fois même, parce que l'une des tâches auxiliaires qu'on vous donnait, c'était de pouvoir concilier même les zones les plus inconciliables. C'est-à-dire qu'on vous envoyait toujours dans des territoires où il y avait des guerres, soit des guerres tribales, soit des guerres d'intérêt, etc. Et à chaque fois, vous en sortiez grand vainqueur. Je me suis laissé convaincre par l'opinion publique que j'étais un pompier. Et chaque fois qu'on m'envoyait dans une unité, c'était avec une mission précise pour aller pacifier une zone. Et j'y allais. Et la chance que j'avais, c'est qu'on ne me donnait pas la recette à appliquer. On me fixait la mission en disant, bon voilà, il y a tel genre de problème, allez essayer de résoudre le problème. Et on me laissait la possibilité de choisir les moyens. Et c'est ça qui a rendu ma tâche assez aisée. Et c'est ça qui a fait un peu que je sois différent des autres. Parce que j'utilisais un pragmatisme qui n'est pas assez usuel dans le milieu. Je vais vous prendre un exemple. Je vais dans le nord-ouest comme gouverneur. Et une des missions, c'est rendre la zone moins violente. Mais on ne m'a pas donné de recette. Alors moi, je dis donc, OK, pour que la zone soit moins violente, il faudrait que j'interroge les faits. Je commence des concertations et je demande, mais pourquoi est-ce que vous êtes si violent? Alors on me dit, on est si violent parce qu'on estime qu'on est injuste, l'administration est injuste envers nous. L'administration nous traite comme opposants et ne nous écoute pas, etc. Il y a un certain nombre de griefs qui avaient été mis au compte de l'administration. Et nous nous sommes dit, OK, nous allons passer un deal. L'administration va de plus en plus vous paraître objective, va vous traiter au même pied d'égalité que les autres. Est-ce que vous vous engagez à être moins violent?
Ils disent que si vous nous assurez qu'il n'y aura pas de tricherie aux élections, il n'y aura pas de 2 poids, 2 mesures, tout le monde sera mis au même pied d'égalité, eh bien vous allez voir que nous n'allons pas être violents. Et c'est comme cela, donc, pendant que j'étais là, la violence a été quelque chose d'inconnu. Alors, vous avez connu une véritable zone de turbulence dans votre carrière, où vous étiez déjà préfet, vous êtes rétrogradé carrément à directeur de cabinet. Qu'est-ce qui a, sanctionné cette... Oui, j'étais préfet à l'Est, à Bumba Ngoko, à Yokadouma. Et puis, j'ai été très imprudent, très audacieux, mais quand même un peu imprudent, parce que je me suis attaqué à beaucoup d'intérêts sur plusieurs flancs à la fois. Et parce que dans ce département, tout le monde était dans la forêt, au propre comme au figuré. Tout le monde faisait les affaires dans la forêt. Tout le monde volait dans la forêt, toutes les administrations. Et je me suis mis à combattre cela. Donc j'avais contre moi toutes les administrations. C'était assez audacieux, mais c'était imprudent de ma part. Et il y a eu, c'est dit dans le livre, il y a eu un collège de maires, ils étaient 4, ils ont juré de m'avoir parce que j'ai mis à nu les machinations, les manipulations qu'ils faisaient pour détourner les moyens mis à leur disposition pour le développement de leur commune. Et ils ont juré d'avoir ma peau et j'ai été relevé. Alors quand j'ai été relevé, évidemment ça a fait mal. Le ministre a fait des recherches par la suite. On m'a d'abord relevé avant de faire les vérifications. Et quand on a découvert que c'était à tort qu'on m'a relevé, on a décidé de me réhabiliter. Et pour me réhabiliter, j'étais déjà préfet. Mais on me nomme conseiller aux affaires juridiques et financières auprès du gouverneur. C'est-à-dire qu'on m'a ramené 17 ans en arrière, c'est-à-dire comme au même poste que je venais d'occuper quand je sortais de l'école. Bon, ça a ulcéré plus d'une personne, et puis surtout pour un préfet à qui on ne reprochait pas grand-chose. Et bon, 4 mois après, on m'a réhabilité au niveau du préfet, c'est-à-dire que j'étais devenu secrétaire général de province, mais j'avais rang et prérogative de préfet, voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre carrière? Je dois rappeler qu'elle est exceptionnelle, votre carrière. Vous avez fait, on va dire quoi, 32 ans exactement, parce que vous sortez de l'école, ou du moins, vous commencez à travailler. J'entre dans la fonction publique. Un 3 novembre, nous sommes en 83, et vous y ressortez un autre 3 novembre, nous sommes en 2015. Ouais. Une sortie mémorable, j'ai envie de dire. Ouais. Oui, j'ai passé 32 ans. C'est une curiosité parce que, comme vous le disiez, j'y entre le 3 novembre 1983, par un décret, par un arrêté présidentiel qui me nommait comme chef de cabinet. Je prenais service exactement le 4 novembre, c'est-à-dire le lendemain. Et quand je devrais prendre la retraite, je passe le service à mon remplaçant le 3 novembre 2015 et je quitte définitivement la ville et les affaires le 4 novembre. C'était une curiosité, mais c'est une coïncidence qui est une réalité, c'est une exception aussi. Ça aussi, ça fait que je suis un peu différent des autres. On va revenir juste pour vous poser une dernière question, mais avant, on va permettre à nos téléspectateurs de nous donner aussi également le livre qu'ils lisent habituellement chez eux. Nous prenons cette petite rubrique qu'on a intitulée le livre de chevet. On se retrouve derrière. Mon livre de chevet, c'est Le bourgeois gentilhomme de Molière. C'est cet écrivain français du XVIIIe siècle dans lequel il vit dans un rêve. Parce que dans sa tour d'ivoire, il se dessine une femme qu'il aimerait avoir. Et il mise toute sa fortune pour aller chercher une jeune petite fille qui, au moment où il veut la prendre pour épouse, est dépassée par les événements parce qu'elle a en face d'elle
un vieil homme de presque 80 ans qui veut être son mari. Et là-dedans, vous avez de belles histoires et une très belle phrase qui est restée célèbre. Alors, M. Abakar Ahmad, si aujourd'hui, il vous était demandé de recommencer cette carrière, est-ce que vous aurez choisi de recommencer en tant que, ou alors dans l'administration ou dans le commandement préfectoral? Pour revenir au commandement préfectoral, j'allais quand même poser une question. Si les conditions de travail ont changé, je pourrais revenir, mais si c'est le même esprit, les mêmes conditions de travail, j'aurais préféré faire autre chose, aller voir ailleurs. Voilà. Donc en gros, est-ce que c'est une forme de regret d'être passé où vous êtes passé? Non, je ne regrette pas parce que j'ai marqué mon temps, j'ai marqué ma période, j'ai fait des choses incroyables, des choses que les gens n'imaginent pas, et c'est ça qui fait la singularité de ce livre-là. Mais je dis que pour recommencer encore une trentaine d'années de ma vie, il faudrait que je sois sûr que ce ne sera pas dans les mêmes conditions. Merci en tout cas d'être passé sur le plateau de Voxbox pour cette première de la nouvelle saison. Merci de m'avoir donné l'occasion de parler un peu de ce livre et de me replonger encore dans mon histoire. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je rappelle que nos adresses restent disponibles. Vous pouvez nous joindre comme vous avez l'habitude d'ailleurs de le faire. On se quitte avec un livre ou alors des livres nouvellement parus. Espérant nous retrouver la semaine prochaine. Je vous souhaite une très très belle année, une très très belle rentrée des programmes sur Vox Africa. Au revoir. Cet ouvrage vient sensibiliser le commun des citoyens sur l'importance des élections dans un régime démocratique et la nécessité pour chaque personne en âge de voter à s'intéresser et à participer aux élections. Un accent majeur est mis sur la bonne application des lois qui garantissent le déroulement d'un vote conforme, porteur d'un résultat reflétant la réalité. Insolite des élections au Cameroun, de Paulette Bekono Ako, nouvellement paru chez Afridit, Africain d'édition. Situé dans le prolongement de la série des publications de la décennie 1960, cet ouvrage, dont la version française paraît aujourd'hui, permet à de très nombreux Congolais notamment d'en prendre connaissance. L'auteur livre son témoignage sur la carrière politique et l'assassinat de son leader. Il vise à travers ce récit à dénoncer la trajectoire suivie par la République démocratique du Congo depuis l'indépendance, avec d'abord l'ascension de Joseph Kasavubu, puis celle de Joseph Mobutu, deux personnages que l'auteur a bien connus. Ascension et chute de Patrice Lumumba. Un livre de Thomas Kanza, nouvellement paru chez Présence Africaine. Donnez vie à votre manuscrit chez Afridit.